Bonjour, je m'appelle Anne-Dominique Desfontaines. J'enseigne le yoga depuis une trentaine d'années et je suis praticienne en Ayurveda depuis une petite dizaine d'années. J'ai envie de partager avec vous comment les trésors de ces disciplines accompagnent et transforment notre quotidien, ou votre quotidien. Je suis ravie de commencer ces échanges avec Caroline, une yogi que j'ai rencontrée il y a 4-5 ans. Bonjour Caroline. Bonjour Anne-Dominique, merci de m'accueillir, je suis super contente d'être là aujourd'hui parce que j'ai plein de questions et en même temps je te connais un petit peu par les cours du vendredi à Rueil et aussi par les différentes retraites qu'on a pu faire. Tu commences à entrouvrir plein de portes et la première question que j'ai envie de te poser c'est le yoga, tu as commencé à le pratiquer super jeune, je crois que tu avais 14-15 ans. Qu'est-ce qui t'a emmené sur ce chemin-là, surtout quand on est très jeune comme ça? C'est quoi le déclic et c'est quoi l'envie de départ? Alors oui, effectivement, j'ai commencé le yoga quand j'étais très jeune, 14-15 ans. La chance que j'ai eue, ça a été une rencontre avec une personne, une enseignante. Mais pour que cela ait lieu, il y avait une préparation avant dans l'esprit, dans le corps de la petite fille ou de la jeune fille que j'étais, et une très grande aspiration à la spiritualité ou au sacré ou à des choses de cet ordre-là, même si je n'en avais pas conscience à cette époque. Mais rétrospectivement, je peux dire que c'est pour ça que je suis tombée dans cette marmite du yoga. C'est par différents impacts, par différents effets. Je faisais avant de la gymnastique, donc j'étais déjà très intéressée par le corps, de la gymnastique et de la danse, donc j'avais déjà une appétence pour ce qui est corporel. Et le premier point qui a été une révélation, ça a été, j'ai envie de dire qu'il y a 4 éléments qui vraiment ont fait que le yoga est entré dans ma vie et s'y est installé et m'a donné ensuite les différents outils pour déployer ma vie et déployer aussi cette appétence à l'enseignement. Le premier, c'est l'élément physique, c'est-à-dire que dans le yoga, on travaille, dans le yoga qu'on transmet en Occident, il y a beaucoup de composantes corporelles. Et il y avait cette ludicité de pouvoir se mettre sur les mains, sur les pieds, sur les genoux, les équilibres complètement inédits, les ouvertures, les regards. On regarde le plafond, et finalement, quand on regarde le plafond, on change le point de vue sur le monde. Dans notre quotidien occidental, on est assis sur une chaise et on regarde toujours droit devant. Quand tout d'un coup, 1 heure dans la journée, on va regarder les plafonds, on a un autre point de vue. C'est réel. Et puis, donc il y avait cette composante corporelle, variée, qui est très nourrissante, qui est très enfantine aussi, qui réveille aussi toutes les joies de l'enfance de bouger librement et de sentir que... Parce que quand on est enfant, en réalité, on est vraiment à l'écoute de ce que le mouvement va nous donner, parce que ça nous donne de la joie et on va continuer à courir. On sait que le mouvement nous nourrit. Et dans le yoga, je retrouvais ça, en réalité, cette nourriture joyeuse que donne le mouvement. Et on fait aussi des postures qui ont des noms d'animaux, par exemple. Donc on fait un cobra, on fait un lion, on fait des chats et des chiens. Et moi, je sortais juste de l'enfance, même si 14, ça pouvait être la préadolescence, j'étais quand même préadolescente. À 14 ans, j'étais tout juste adolescente parce que je venais de ma province. Et donc, j'étais encore très sensible à ce monde de l'enfance et cette connexion aux animaux, ça me permettait de faire, non seulement on me disait de faire le serpent, mais j'étais le serpent. Et donc, ça me donnait une espèce de... Ça a amplifié ma vie, c'est-à-dire que tout d'un coup, j'avais une connexion à la nature avec un grand qui venait s'animer en moi. C'était le début de la connexion à la spiritualité finalement? Oui, probablement, à ce qui est, ouais, c'est une ouverture au sacré, parce qu'il y a des animaux, mais il y a aussi des arbres, des végétaux, il y a aussi une manière d'honorer. Parfois, on vit l'arbre et parfois, on honore l'animal qu'on fait. Enfin,
c'est pas une action que on va honorer, c'est cela honore en nous quelque chose de l'honoration, ça n'existe pas, de faire honneur, voilà, de faire honneur surgit en nous. Et ça alimente le sacré, ouais. Et ça alimente une dimension spirituelle, une connexion spirituelle. Et les enfants, ils ont une connexion au monde symbolique. Parce que je disais, les animaux, je pensais au monde aussi, pas mal une connexion symbolique. Ils ont une connexion symbolique naturelle, une connexion de la nature naturelle. Et les adultes, ils l'ont perdue. Et en fait, moi qui ai commencé dans l'adolescence, finalement, j'ai eu la chance de ne jamais perdre cette connexion, en fait. Et c'est pour ça que ça a été c'était un des éléments qui fait que ça a été si précieux pour moi, cette discipline qui m'a donné une continuité dans l'imaginaire et dans la richesse de tout ce que l'enfance a, qui permet de se déployer jusque dans le monde adulte. Sinon, parfois, les enfants regardent le monde adulte et le voient avec... il faut abandonner tellement de choses, c'est tellement pauvre, on travaille, l'argent, la maison... Enfin, il y a une espèce d'aplatissement de la vie qui peut être vu à l'orée de l'adolescence quand on regarde le monde des adultes, mais au secours. Et je trouve que ce qui est intéressant dans tes cours, c'est justement la joie et la créativité qui sont là à chaque fois. Oui. Et je comprends mieux maintenant quand tu me parles d'animaux, de connexion au divin qui peuvent paraître un peu abstraits. Mais finalement, quand on vient dans tes cours, tu parlais d'un autre point de vue sur le monde, bah on est là-dedans, quoi. On vient pas juste pour de la posture. Et la transformation, elle s'opère petit à petit. Elle se savoure, elle se déplie. Et donc ça, c'est ce cheminement aussi que tu permets. Et je pense que ça vient du fait que tu as appris ça jeune, 14 ans, et que le processus s'est mis en place par le mouvement, le corps, et puis que petit à petit, tu as pris conscience de toute cette dimension spirituelle qui peut faire peur quand on ne connaît pas. Et finalement, moi, ça m'a invité à le prendre comme ça, quoi, à le vivre, avant de dire je viens là pour une dimension spirituelle, ça peut faire un peu flipper. Ouais. Et je trouve que le cheminement est doux. Quand tu nous l'expliques, quand tu l'incarnes pleinement, on vient à tes cours avec cette énergie-là. Ouais, merci. Mais c'est vrai qu'un autre point de vue sur le monde, et ce que j'ai vraiment envie de souligner, c'est que le point de vue, ça va être le tien, ça va être le sien. C'est chacun qui va déployer, c'est sa messagerie personnelle qui se fait ouvrir. Il n'y a rien d'extérieur qui est plaqué. C'est pas une secte, il n'y a pas d'endoctrinement possible. C'est sa messagerie personnelle qui s'ouvre et les différents champs du symbolique, du sacré, du spirituel, de la relation à l'autre, de la relation à soi, du direct, du corps physique. Toutes ces choses sont ouvertes directement, sont de sa propre messagerie. Donc si je comprends bien, Oui. tu as une dimension, tu disais plutôt physique, du yoga, Ouais. par le mouvement, le corps, une dimension psychique. Alors la dimension psychique, c'est ce que j'allais peut-être aborder dans les choses que j'ai aussi connectées très jeune, parce que quand j'allais dans les cours, ce que j'ai vu et qui m'a vraiment étonnée, c'est tout d'un coup, on s'allonge, une épaule se dépose et ça pleure. Qu'est-ce qui se passe? Comme une émotion qui était comme coincée, si je l'interprète, et qui va se libérer. Et on n'a pas besoin de savoir qu'est-ce que c'était. Il y a quelque chose qui s'élibère, des choses dans le corps qui transforment l'état où on va être après. Et il y a eu plein de transformations, de choses qui étaient coincées comme ça dans le corps, qui se sont libérées. Ça peut être, je dis les pleurs parce que c'est vraiment assez caractéristique. Aussi, comme j'étais adolescente, j'étais aussi, par moments, j'avais une vie intérieure très très forte, et donc j'étais aussi, avec le défaut, c'est que ça coupait, moi, les autres, c'est différent, moi, c'est vie intérieure. Et mon enseignant de yoga, le deuxième, me disait tout le temps, ouvre, fais des postures d'ouverture. Il me faisait faire des postures d'ouverture, et moi, je voulais faire que des postures de fermeture, rentrer en moi-même, ouverture, fermeture, ouvre. Et toutes ces postures d'ouverture que j'ai faites, donc c'est les ponts, toutes ces ouvertures qui ouvrent les épaules, qui ouvrent le bassin, eh bien, ça transforme sa relation aux autres. Les postures ont un effet transformateur, c'est-à-dire que ça libère l'aisance dans la relation à l'autre, ça libère l'ouverture, ça libère la capacité d'ouverture. S'ouvrir physiquement va ouvrir la relation à l'autre aussi. Ça va ouvrir en particulier l'espace du cœur, ça va ouvrir la capacité d'entreprendre, ça va ouvrir la capacité d'agir. Donc il y a des effets qui m'ont été guidés directement par mes enseignants. J'entends encore quand ils me disent, voilà,
où j'avais l'impression de recevoir un enseignement spécifique. Et ça, je le dis parfois dans mes cours, c'est vrai que j'enseigne à des groupes, mais prenez toujours tout ce qui est dit comme si c'était adressé que pour vous, parce que au fond, moi je m'adresse, on est un humain à chaque fois, l'enseignement, et c'est oral, il est parce qu'il arrive dans notre oreille, dans une oreille, il part d'un son qui arrive à une oreille, et il y a un enseignement qui est individuel, quoi, qui est unique, qui est spécifique, ce qu'on va recevoir. J'ai senti, moi, une vraie transformation depuis que je te connais, effectivement depuis 4 ans. Transformation lente mais puissante. J'ai peut-être mis un peu de temps pour prendre conscience de vraiment la puissance que ça pouvait m'apporter, parce que j'étais beaucoup sur les asanas, les postures au début. Toi, tu dirais, quel est ton meilleur conseil pour accompagner sur la dimension psychique, émotionnelle, divine? Comment t'accompagnes ces différentes phases? Moi, je les ai vécues par les retraites, beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres, tu dirais, est-ce qu'il y a d'autres moyens, d'autres techniques pour accompagner ça? Parce que chez certaines personnes, ça résonne peut-être moins. Comment tu pourrais, quelqu'un qui écoute ce podcast et qui connaît que les asanas, comment tu pourrais lui expliquer cette relation autre au yoga? Ben déjà, si j'entends, il ne connaît que les asanas, donc déjà, il a connu le mot asana. Donc ici, c'est les asanas qu'il connaît, c'est pas une gymnastique. Et asana, ça veut dire assise. Ça veut dire assise en soi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on vient réveiller de l'assise en soi, dans chaque posture. Donc, il y a quelque chose où, à chaque posture, on va se connecter à quelque chose qui est assis, stable en soi. Là, si on peut parler de comment se passe l'enseignement, et c'est vrai qu'il y a moi, j'aime beaucoup plusieurs formes d'enseignement. J'aime beaucoup les cours collectifs parce qu'il y a une dynamique de groupe. D'abord, je trouve ça très joyeux. J'aime bien aussi enseigner à un groupe. Les cours hebdomadaires, c'est un rendez-vous de yoga. Je fais aussi des cours de méditation et c'est aussi un rendez-vous très, très précieux. Les rendez-vous hebdomadaires. Et il y a les retraites. Je fais beaucoup de pub aussi comme ça pour les retraites parce que je pense que on devrait tous faire des retraites. Merci de m'avoir embarqué là-dedans. Des fois, je pousse un peu quand je sens que je peux, mais je pense que c'est un cadeau, quoi. C'est un beau cadeau. C'est se retirer de son quotidien pour se ressourcer en soi dans un dialogue quotidien. Donc, c'est pas des rendez-vous de manière quotidien et à quantité, à 5, 6, 7 heures par jour. Voire plus, sur un certain thème. Et ça met beaucoup de choses en mouvement. Ouais, c'est là que j'ai pris conscience, moi, la pleine puissance. C'est à partir du moment où j'ai commencé à venir en retraite avec toi. Oui. La transformation s'est vraiment opérée à partir de ce moment-là. Ah oui. Et j'avais envie de te demander aussi, parce qu'il y a énormément de types de yoga dont on entend parler. Il y a le yoga nidra, il y a le yoga, le hatha yoga, il y a le tantra, on entend 10 000 termes. Finalement, moi, je suis un peu, quand on me dit, mais tu fais quel type de yoga? Je me sens un peu enfermée dans mes explications et j'ai peut-être pas l'ouverture globale. Est-ce que tu peux nous dire, alors peut-être pas de manière ultra exhaustive, mais en France, les plus connus, et comment, quel lien entre tous ces types de yoga? Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Ah oui, c'est pas si facile parce que le yoga, c'est très difficile. Yoga, ça veut dire, on pourra en parler une autre fois, le yoga, qu'est-ce que ça veut dire? Yoga, ça veut dire relier, c'est un ensemble de techniques qui travaillent à la reliance. Yug, ça veut dire relier. Donc le yoga qui nous vient d'Inde, quand même, et plus spécifiquement des Védas, on en parlera dans un autre podcast peut-être plus spécifiquement, nous transmet un ensemble de techniques. Et il y a des grandes familles de yoga. Donc, il y a des yogas qui vont être des yogas qu'on va appeler Jnana Yoga, des yogas de la connaissance par des enseignements. Il y a des Bhakti Yoga, qui sont des yogas dévotionnels. Bhakti, c'est la dévotion. Et il y a des Karma Yoga qui vont être avec de l'action. Nous, en Occident, Karma Yoga. Bhakti, dévotion, c'est pas ce qu'on croise dans la rue.
Et la connaissance, s'il y a des... Mais quand même, globalement, on est dans le karma yoga. Donc, c'est des yogas de l'action qui va se passer dans notre vie courante avec des différentes techniques qui vont s'utiliser. Donc, des techniques corporelles, donc avec les pratiques des postures et les autres dont je vais parler. Dans les différentes pédagogies avec des pratiques de posture, on entend des noms, je fais yin yoga, kundalini yoga, bikram, hatha, quoi d'autre, iyengar. Et en fait, tout ça, dès qu'il y a des postures, c'est du hatha yoga. En fait, hatha yoga, ça regroupe dès qu'il y a des postures. Après, plus ou moins, ça a changé. Ce qu'on appelle hatha yoga, on va savoir que ceux qui ont des noms, ils ont un protocole de déroulé des postures. Et donc, c'est estampillé. On va aux États-Unis, on sait qu'on va trouver le yoga Bikram va se passer comme ça. Le yoga Iyengar va se passer comme ça. On va avoir cet enseignement-là. Le cours va se passer comme ça. Donc, il y a les différents noms des yogas. Ça, c'est la manière de dérouler les postures. Et après, il y a aussi une manière de dérouler la pédagogie du yoga. Parce qu'évidemment, le yoga est une discipline spirituelle. C'est pour transformer l'esprit. Et je le dis simplement pour que l'esprit soit à l'aise dans le corps. Donc c'est simple, pour qu'il soit bien. Et donc on travaille par le corps parce que nous, on aime beaucoup la matière en Occident. Donc il y a d'autres techniques qui vont être, donc que tu as évoqué, les mudras, qui sont des gestes des mains, qui sont aussi très puissantes, mais du côté qui ont directement un impact énergétique. Les mantras, qui ont directement un impact aussi énergétique, d'équilibrage énergétique. Il y a une différence entre les différentes lignées, tu vois, Iyengar, Bikram, Yin Yoga, etc., Ashtanga, et les différentes techniques. Dans les différentes lignées, on va trouver toutes les techniques. Dans le Hatha Yoga, on va trouver la technique d'intériorité, la nécessité d'intériorité, et dans l'intériorité, on va prendre comme technique le Yoga Nidra. Il peut y en avoir d'autres. Globalement, le Hatha Yoga nous développe un programme en 5 étapes qui est la capacité de transformer notre psychisme, c'est-à-dire à nettoyer notre relation aux autres, à prendre attention à notre relation aux autres, la capacité à prendre soin de soi, puis la nécessité de faire des postures, de transformer le corps, les articulations, les appuyer, réveiller aussi dans le corps, je reprends, réveiller aussi la géométrie sacrée intérieure. Parce que la géométrie, on le retrouve dans les habitats. Il y a des habitats où on rentre dans un habitat, on va se retrouver tout... parce que tout est distordu. Et dans le corps, quand on réveille la géométrie sacrée, quand l'ordre se met en place, un certain ordre se met en place, l'énergie circule et il y a quelque chose qui se met à circuler et en soi, dans notre univers, mais aussi se connectant aussi à toutes nos amplitudes. J'ai répondu ou... Oui, tu as répondu. Après, je pense qu'il y aurait un podcast presque à consacrer à chaque type de yoga. Et puis c'est très connecté aussi à l'Ayurveda. Moi, je suis très curieuse de cette discipline. Je sais que tu vas en parler prochainement. Oui. Et ça fera l'objet probablement d'un podcast. Oui. Donc ouais, merci de m'avoir éclairé là-dessus. Je pense que je vais pouvoir un peu plus frimer pendant mes soirées avec les copains. En fait, ce que j'ai un peu dit, mais j'ai pas vraiment dit, c'est qu'en fait, quand j'ai évoqué les 5 premiers points, j'en ai évoqué juste les premiers, les yamas, les niyamas, les asanas, les pranayama et pratyahara. En fait, c'est les 5 premières étapes de Patanjali. Et ça, on le retrouve dans tous les yogas normalement, dans tous les enseignements bien transmis. Donc, peut-être que les enseignants ne parlent que des postures, mais ils savent qu'il y a ce qu'on va appeler les yamas, les niyamas, les pranayama et les pratyahara. Ils connaissent, donc ils le diffusent un peu par intraveineuse, dans différentes... Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je fais, pour sensibiliser, pour réveiller aussi, pour que ça puisse commencer à se passer. Et à propos de diffusion et réveil, tu sais ce que j'aimerais là, Vas-y. tout de suite t'entendre un peu chanter, me faire soit des petits ohms ou soit un petit chant. Je sais qu'en retraite, moi, ça m'emporte loin. Est-ce que tu pourrais nous donner une petite saveur comme ça? Om Gam Ganapataye Namaha. Ça? Ouais. Om Gam Ganapataye Namaha.
Om Gam Ganapataye Namaha. C'est un mantra de Ganesh. Et Ganesh, c'est tout ce qu'on... La divinité, c'est tout ce qu'on évoque quand on commence un projet. Donc, c'est pour le podcast. Podcast numéro 1, super. Donc, écoute, merci Caroline. Merci pour ces échanges. Merci à toi. Pour ton partage. Merci. Pour tes questions. Le prochain podcast, toujours avec toi, Caroline, ravie, autour de l'Ayurveda et aussi donc les préliminaires de l'Ayurveda, la découverte de l'Ayurveda. Merci, à très bientôt.